Et du coup, je te pose la question, est-ce que chaque semaine, pour le débrief hebdo, je dois trouver à chaque fois une idée d'introduction? Ou est-ce que j'ai juste besoin de dire « Musique, c'est parti pour le débrief hebdo ». Allons-y tout de suite pour la partie macro. Je vais aller très vite et très simplement. Toutes les statistiques macroéconomiques les plus importantes de la semaine sont ressorties pourries. On va pas les passer en revue, je vais te mettre les chiffres directement là. Le PMI en France, le PMI en Allemagne, la confiance des consommateurs aux États-Unis du Conference Board et les stocks de pétrole ressortis nettement en dessous des attentes. Bref, la macro, c'est tout pourri. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. Et cette semaine, on monte d'un cran. Parce que tu te souviens, hein, la semaine dernière, on avait parlé de Trump qui était en train d'attaquer Monsieur Powell en disant qu'il comprenait absolument rien à l'économie, accessoirement président de la Réserve fédérale américaine. Et cette semaine, bon, hormis le fait qu'il se passe pas grand-chose en termes de négociations entre les États-Unis et la Chine, sachant que les espoirs d'une détente ont rechuté après certaines informations de presse selon lesquelles l'administration américaine ne prolongera pas le répit accordé aux fournisseurs américains du géant des télécoms Huawei. Ça, voilà, c'est le premier niveau. Et ensuite, tout au long de la semaine, Monsieur Trump s'est excité sur son compte Twitter. Entre les tweets et les retweets qu'il a fait, je crois qu'il y en a eu à peu près 87 en 48 heures au sujet d'un coup de fil qu'il aurait passé à son homologue ukrainien pour enquêter sur le fils de Joe Biden, son rival démocrate, qui se nomme Hunter, qui d'ailleurs visiblement a fait du lobbying en Ukraine dans le passé. Bref, on va pas trop rentrer dans le sujet politique ici. Cela ne nous regarde pas. Et surtout pas interpréter cette secousse politique avec les éventuelles conséquences sur les marchés qu'elle peut avoir. Mais disons globalement qu'on n'est pas trop dans l'apaisement le plus total. Et d'ailleurs, cette news a entraîné un mouvement très important sur le marché cette semaine. C'est l'explosion du dollar américain qui s'est envolé subitement. Et d'ailleurs, il revient sur ses records annuels face à un panier de devises, comme s'il faisait office de valeur refuge. Alors la question, c'est pourquoi ? Parce que même si les chiffres américains sont pas forcément exceptionnels, ils sont toujours meilleurs que ce qui se passe dans le reste du monde. D'ailleurs, rappelle-toi, cette semaine, on l'a vu juste avant, les PMI, que ça soit en Allemagne ou en France, sont vraiment pas terribles. On a aussi accessoirement une politique monétaire, donc de la Fed, qui reste toujours très accommodante. Et ce, malgré le relèvement des perspectives de croissance aux États-Unis, réalisé par la Fed la semaine dernière. Donc, on n'est pas non plus dans la catastrophe. Et après les tensions qu'on a évoquées au sujet de la crise politique autour de Trump, le dollar américain, finalement, fait office de valeur refuge. Sachant qu'en plus, accessoirement, on a d'autres tensions, comme tu le sais avec le Brexit, par exemple. Et d'ailleurs, petite parenthèse, nouveau coup de pression sur la livre sterling, même si elle avait tenté de se reprendre depuis le début du mois de septembre. Du coup, face à tout ça, les indices se sont repliés en début de semaine avant de se reprendre, et finalement, ils ont tous tenu des supports majeurs. C'est ces petits niveaux horizontaux qu'on trace en analyse technique, en partant du principe que l'histoire se répète, disons plutôt que le marché a une mémoire, et se souvient des niveaux sur lesquels le marché avait déjà réagi précédemment. Ça nous donne en support clé 5560 points sur le CAC, 12 200 sur l'indice allemand DAX, 26 800 sur l'indice américain Dow Jones et 2970 points sur le SP500. Donc tu l'as compris, tant qu'on ne repasse pas en dessous de ces supports clés, on reste toujours dans des dynamiques haussières, des tendances haussières très très fortes. Et ce, malgré le fait qu'on soit aussi sous des niveaux de résistance hebdomadaire majeurs. En gros, on est dans un espèce d'étau qui est en train de se resserrer, avec en haut une résistance majeure et en dessous des supports qui tiennent alors que la dynamique reste toujours haussière à moyen terme. Donc ça nous donne finalement des fluctuations assez importantes en intraday, sans véritablement qu'il y ait de dynamique et de flux qui se mettent en place sur plusieurs séances. C'est pour ça qu'en ce moment, le swing trading, c'est délicat, parce qu'on est tout simplement dans un range. On a parlé du dollar américain qui s'envolait, l'euro-dollar, lui, se replie logiquement. Même si c'est vrai que je suis plutôt à la recherche de points d'achat sur l'euro-dollar, notamment par un souci de timing d'intervention. On est passé en dessous des plus bas annuels cette semaine, et on revient sur des niveaux des plus bas de mai 2017. On est grosso modo sous la zone des 1,1000. Alors je te le rappelle, en janvier 2018, l'euro-dollar valait 1,25. Suite à ces petites tensions, on a les taux obligataires qui rebaissent un peu. Nos deux petits fils rouges dont on parle dans ces vidéos depuis quand même quelques semaines, le Bund et l'OAT, qui restent toujours très négatifs.
Maintenant, passons au gold, l'or, que j'ai travaillé à l'achat depuis maintenant 2 semaines. Si tu fais partie d'IVT, tu vois de quoi je veux parler. Que ce soit d'ailleurs mon achat initial, mais également tous les renforts réalisés tout au long de ces 2 dernières semaines. Alors, comme tu le sais, d'un point de vue mécanique, quand le dollar monte, et j'adore cette petite phrase, tu sais, qu'on dit généralement quand tu fais des études ou à l'école, on te ressort souvent cette phrase, tu sais, très théorique. Toute chose égale par ailleurs. Alors, dans ce contexte-là, ça marche d'ailleurs très bien, parce que toute chose égale par ailleurs, d'un point de vue mécanique, l'or est plutôt considéré comme une paire du forex que comme une matière première. Parce que l'or est libellé en dollars. Donc forcément, quand le dollar monte, toute chose égale par ailleurs, les cours de l'or baissent. Du coup, je te propose ici de mettre toutes les notifications que j'ai réalisées depuis 2 semaines. Et ce qui est surtout important de retenir, c'est la dernière notification du 23 septembre. Autrement dit lundi. Et j'avais bien indiqué que 1527 $, c'était vraiment un objectif très important sur tous les renforts qu'on avait réalisés. Pourquoi? Comme tu l'as vu, c'est le haut d'un canal ascendant dans lequel on évoluait depuis plusieurs jours. Donc, un objectif sur des prises de position à l'achat. Et à la suite de ça, mercredi matin, gros avertissement, et c'est d'ailleurs mercredi soir que l'or après s'est effondré. Attention à ne pas empiler les positions sans avoir de sécurité, de pare-feu, autrement dit de stop loss. Parce que c'est bien beau d'accumuler une position lorsque tout va bien, et tant mieux, mais il faut vraiment dans le cadre de cette stratégie relever sans cesse les stops de protection et accompagner le mouvement. Parce que tout simplement, le jour où ça ne va pas, au moins tu as tes stop loss qui se déclenchent au fur et à mesure. Si malgré la notification que j'ai faite, tu n'as pas allégé tes renforts. Et ça, c'est généralement l'erreur qu'on fait parce qu'on s'enflamme, on n'est plus concentré, et là, bam, la sanction. Alors, pas de souci, on a bien évidemment gagné de l'argent sur les renforts de toutes les positions qu'on a réalisées, mais il faut vraiment faire attention, surtout lorsqu'on arrive sur des niveaux majeurs, et notamment sur le gold depuis maintenant quelques semaines. Donc, la leçon de tout ça, faut vraiment faire attention à ses émotions. Faut pas paniquer si on prend un stop de protection, c'est pas grave. Hop. Ah Et à l'inverse, faut pas non plus s'enflammer quand tout va bien. Bref, faut essayer de rester le plus stoïque possible. Et ce, en toutes circonstances. Bon, certes, ça fait quand même bien chier de tout recommencer, de repartir de zéro, et d'attendre de nouveaux signaux de reprise pour pouvoir reprendre le train en marche et d'attendre véritablement qu'il donne des signaux positifs. Mais c'est vraiment la difficulté de ce métier. Et d'un autre côté, toute sa beauté. Faut vraiment le prendre comme une passion dans un premier temps. Parce que si tu te mets trop la pression à te dire « Ouais, alors peut-être que j'aurais dû couper la position là-haut et j'aurais pu faire bla 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 ». Bref, tu refais le monde avec des si. On mettrait Paris en bouteille, entre autres. Et là, tu craques, tu fais n'importe quoi pour essayer de regagner ce que tu aurais pu gagner si tu avais coupé tout en haut. Et donc là, généralement, si tu as ce genre de comportement psychologique, t'es pas prêt à défier le marché et pas non plus de te remettre en question. Bref, c'était le petit point psychologique. Parce que oui, la psychologie, ça fait partie intégrante du trading. Voire même à un certain niveau, quand tu as acquis toute la technique, après, la psychologie est même plus importante que la technique. Bon, pour finir avec cette histoire, pas de bobo, parce que tous les renforts ont été allégés, en tout cas quasiment tous, et surtout la position initiale que j'avais prise à 1497,50 $, elle a été clôturée en gain, parce qu'on a mis le stop de protection au-dessus du cours d'achat. Donc même en se faisant déclencher le stop de protection, on gagne quand même de l'argent sur la position initiale. Donc c'est pas non plus catastrophique, loin de là. On a même gagné de l'argent, donc vaut mieux essayer de raisonner positif que de se dire oui, non mais peut-être que j'aurais dû nanana. Allez, en tout cas, c'est pas grave, on va retravailler tout ça, se remettre en question, attendre des nouveaux signaux prometteurs et puis reprendre le train en marche. Voyons maintenant ensemble l'agenda de la semaine prochaine qui est quand même relativement chargé. On a notamment l'ISM manufacturier aux États-Unis. Alors rappelle-toi de ce chiffre-là, j'en avais parlé dans un débrief hebdo. C'était celui qui était ressorti complètement dégueu. Le mois dernier, il était ressorti sous le seuil de 50. Et en dessous de 50, c'est une contraction de l'activité manufacturière en l'occurrence, et ce pour la première fois depuis septembre 2016. Et ça, c'était aux États-Unis. On a également un chiffre et pas des moindres, l'emploi aux États-Unis avec le NFP et le taux de chômage bien évidemment. Et n'oublie pas, mercredi 9h45 du matin, je précise, il y a le match France-États-Unis. Et ouais, sur ce, je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Allez les Bleus et je te dis à très vite. Ciao!